Bonjour, nous sommes le 9 février en France à l'heure où j'enregistre. Nous allons étudier le classement de 21h UTC de ce Vendée Globe. Une petite tasse de café ou de thé, nous allons monter à bord de quelques bateaux, voir les mises à jour, regarder les heures d'arrivée de quelques bateaux qui sont proches de l'arrivée et quelques mises à jour stratégiques de la flotte qui reste en mer aujourd'hui. Alors, pour commencer, les bateaux qui sont proches de l'arrivée, de la 15e à la 19e place, j'ai annoncé hier, allez, ça arrive, tout le monde arrive le 10. Et bon, les conditions de mer sont assez mauvaises en ce moment. Et puis surtout, ce sont pas des bateaux de la même génération que ceux de tête. Ils se tirent pas la bourre de la même manière. Ils ont fortement ralenti. Je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. Ça c'était, attendez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, voilà, à peu près où ils étaient situés. C'est où ils sont situés au classement de 21h UTC. Et puis où on les plaçait. Donc on les plaçait beaucoup d'heures à l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5h30 de retard par rapport à ma position à peu près. Ça dépend un peu des bateaux. Je me mets d'ailleurs à plus ralenti que la Micaline par exemple. Et ça, bon, c'est principalement dû à l'état de la mer, au fait que les bateaux sont aussi fatigués. Je pense que les marins ont tendance à peut-être un peu moins pousser que sur le finish des premiers qui, bon, ça jouait la victoire et puis on joue le va-tout. Et puis bon, la mer est plus croisée et que dans les mers du Sud, par exemple, j'avais pas mis à jour la polaire, c'est-à-dire que j'ai estimé qu'ils continuaient à naviguer sur les mêmes conditions que ce que les jours précédents. Je sais que mes polaires sont bonnes parce que dans les conditions de mer acceptables, de pas trop grosses, ils font exactement ce que j'ai prévu, quoi, ce que mon modèle prédit. Et là, ils sont très en retard. Donc, ça décale un peu les arrivées, forcément. Mais ceci dit, si on regarde un peu ce qui s'est passé un peu plus précisément, c'est quand même Arnaud Boissière qui, avec son option sud dans une mer un peu moins formée, on peut voir par exemple, et qui est plus en avant bien sûr, lui permet d'éviter de marcher un peu plus vite. Et si on regarde, bon, je vais vous pas montrer le grid en détail, mais si on regarde juste la prévision météo publiée par la cartographie du Vendée Globe, qui n'est pas très précise, malgré tout indicative, on peut voir qu'Arnaud Boissière est indiqué pour avoir des vagues de 4 mètres, tandis que Kojiro Shiraishi a plutôt 5 mètres. Et c'est vrai que sur les grilles, on voit, il y a quand même un gradient, et plus au sud, il y a moins de mer, et il est allé plus vite. Il a quand même creusé maintenant 40 000 d'avance, c'est pas énorme, hein, mais faut pas qu'il casse, mais il s'assure quand même un petit coussin de sécurité. Et puis derrière, ça a un peu décroché encore, c'est Kojiro quand même arrive à tenir à peu près la cadence de Arnaud Boissière, décroche un petit peu, mais pas trop, et ceux de derrière décrochent pas mal plus. On voit que Alan Roura et Stéphane Le Diraison sont vraiment au coude à coude. Et navigue en fait à vue, il se voit. Je pense qu'il y a un ou quelques milles d'écart, hein, on peut regarder vite fait, mais 3-4 000, oui, il se voit. Enfin, en tout cas, pas la nuit, mais il se voit le jour. Et puis, Pipard s'en sort pas mal. Alors, on peut regarder un petit peu de choses intéressantes. On peut regarder qui va le plus vite. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit que Pipard est la deuxième plus rapide de tout le groupe. Ce qui veut dire que, à part Arnaud Boissière, qui lui, bon, continue à dominer un petit peu et a repris vraiment le plus d'avance, Pipard refait du retard sur ceux qui sont devant elle. Et c'est le deuxième jour qu'elle le fait. Alors hier, elle avait fait pas beaucoup. Aujourd'hui, sur 24 heures, le 8 février, elle a fait vraiment de manière significative. On peut regarder par rapport à Stéphane Le Diraison ou même ou Alan Roura. Stéphane Le Diraison, c'est sur laquelle elle était le plus proche. Il y a quand même 4000. Donc ça paraît pas beaucoup, mais elle gratte un petit peu. A priori, quand même, ça sera pas suffisant par rapport pour doubler. Mais n'importe quoi peut se passer, hein, on l'a vu, Boris Herman qui tape un bateau de pêcheur. Sur l'arrivée, en plus, il y a plus de bateaux, hein. Une fois dans le golfe de Gascogne, il y a beaucoup de bateaux, beaucoup de circulation. Je souhaite à personne de taper un bateau, mais il est clair qu'elle se bat, parce qu'elle a quand même le bateau le plus vieux de toute la flotte. Je rappelle que, par exemple, Alan Roura, qui est sur ce bateau, la fabrique, naviguait le dernier Vendée Globe sur le bateau de Pipard. Donc c'est quand même un très bon résultat de sa part, ça c'est sûr. Et elle continue à s'accrocher vraiment fort. Quand on regarde les routages des 5 premiers bateaux, on a Didac Costa ici qui a un petit peu décalé en fait, hein, au niveau météo. Il y a vraiment deux grandes options, on peut voir particulièrement sur la fin, il y a vraiment deux options de routes qui se descendent plus sud et qui arrivent très très sud sur l'arrière par rapport au sable, et d'autres qui arrivent plutôt au centre ou un peu au nord. Notamment tirer des bords un peu plus au nord. C'est intéressant de voir un peu comment ça va se passer. En fait, la météo est quand même compliquée, hein, pour les marins à l'arrivée. On va faire une route un petit peu lente, on va voir. Pour les prochaines
je sais pas, non zut, ça serait pas mal s'ils pouvaient me, non, bon, tant pis. C'est pas dans pas très longtemps, hein, c'est quand vous le verrez le matin, ils seront là. Et, et ensuite, on peut voir qu'il y a des zones plus calmes, des zones un peu plus de vent, et qu'il va falloir naviguer un petit peu entre toutes ces zones avec des vents forts ici, des vents forts là, des vents pas très faibles, un peu faibles ici et ici. Bon, ça c'est la qualité de mes grippes qui est pas extraordinaire, mais malgré tout, ça reste des zones de vent très complexes. Et je pense que les marins vont passer pas mal de temps à la table à cartes pour essayer de mieux négocier, de négocier au mieux cette zone-là, difficile à prendre. Et puis bah oui, on voit il y a des zones un peu éclatées. Donc c'est pour ça en fait qu'il y a ces options-là. C'est qu'en fonction des moments où il y a ces zones de vent un peu plus faibles prévues, il faut les éviter a priori parce que c'est quand même pas beaucoup. Hein, c'est 10 ou 11 nœuds par rapport à 20 nœuds, 25 nœuds, qui sont plutôt des conditions quoi, très navigables pour ces bateaux-là. Même si la mer dans le golfe du Gascogne avec un vent pareil, c'est pas terrible. J'ai déjà navigué dans ces conditions-là. Ça, bon, j'étais au près, mais quand même. Et donc c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de stratégies là qui peuvent se passer. J'ai du mal à décoder exactement. Enfin, c'est vraiment en fonction de ces zones de faible vent annoncées. On peut voir qu'il y a comme un gros trou qui apparaît derrière eux, derrière ces marins-là, qui va barrer la route un peu à Didac Costa. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses. A priori, les arrivées, pour le moment, j'ai mis légèrement à jour la polaire pour ralentir un peu, mais pas beaucoup, parce que très bientôt, ils vont à nouveau avoir des conditions quand même plus maniables. Et la Micaline qui est en tête devrait encore arriver le 10, mais au lieu d'être dans la nuit, il arrivera plutôt dans la matinée, il arrivera plutôt dans l'après-midi. C'est à l'heure UTC, hein, donc c'est plutôt 3h45, plutôt 4h de l'après-midi. Et ensuite, le deuxième, DMG, je crois, Kojiro, est plutôt très tard, presque le 11. Et tous les autres, après, sont annoncés plutôt pour le 11. Donc, j'ai du mal à... Enfin, ça s'est décalé certainement pour plus tard sur le 10. Et la plupart des gens vont plutôt arriver quand même le 11, les pleurs des marins. On va voir un petit peu ce qui va se passer en détail. Il va y avoir quand même beaucoup de règles, beaucoup de manœuvres pour les marins alors qu'ils sont très fatigués sur la fin. Il va falloir se la gagner, cette arrivée. Ce sera intéressant de suivre. Moi, j'ai du mal à j'ai du mal à faire une analyse plus poussée que celle-là. Ça me semble difficile à analyser mieux que ça. Si on regarde derrière par le groupe de Compagnie du Lit et de Campagne de France, groupe 7-1, skipper parmi le cousin est encore en réparation pour sa quille, est en train de se battre, il se retrouve au milieu de l'Atlantique un petit peu, et c'est certain que sa place il a perdu, hein, et il est très déçu pour ça. On espère pour lui qu'il arrivera à faire le remonté du chenal et qu'il arrivera à réparer. La route du skipper de Compagnie du Lit va remonter comme ça de manière assez claire pour ça, et c'est en ce moment qu'il traverse vraiment la zone la plus difficile, avec peu de vent. Et ensuite, il a un peu de la chance, je trouve son timing est vraiment bon, comme on peut le voir. Il va remonter à l'arrière d'une dépression, avec beaucoup de temps avant cette dépression assez creuse qui arrive par derrière, et qui va le prendre par derrière et qui va l'emmener jusqu'au Sable d'Olonne quasiment, et qui va mourir un petit peu sur la fin a priori, donc ça ne devrait pas avoir des conditions trop horribles. Je m'attends à ce que sa route soit peut-être un peu plus sud pour éviter peut-être la pire de la mer. C'est sûr qu'il va pas avoir une bonne état de mer, ça va être un peu difficile, mais au niveau de vent, ce sera moins pire que ceux qui sont juste devant lui. Et donc pour ça, pour le moment, ça s'enchaîne bien. Il devrait avoir une arrivée pas trop horrible. Après, bon, c'est encore un peu à long terme. Je trouve qu'au niveau stratégie, il n'y a pas énormément plus que ça, parce que au final, on peut voir que ces isochrones sont plutôt assez clairs, assez pointus. Il n'y a pas beaucoup d'options ailleurs. Dès qu'on descend vers le sud, on s'en fait arrêter, il faut remonter. On peut pas aller trop au nord, il faut aller vers les sables. Donc au final, c'est plutôt clair, comme on peut voir, l'isochrones ici est très pointu. Pas vraiment d'options intéressantes à faire, tout ce qu'il faut faire, c'est éviter peut-être le pire du vent, vu que bon, le classement est plutôt déterminé pour lui. Petit point quand même sur Samantha Davis qui était supposée attendre Isabelle Yoshke. Je pense que là, elle a attendu, elle a un cap quand même, elle est un petit peu avant le poteau noir et elle a pris un cap très lent et vraiment posé sur descendre vraiment assez bas sur l'ouest, assez à l'ouest, pardon, descendre à l'ouest. et Isabelle Yoshke, elle, rattrape beaucoup. On voit aussi la différence de vitesse entre un bateau moderne et puis il y a le bateau d'Alexa Barrier qui est l'ancien bateau de Romain Athanasio. On peut voir à quel point, bon, c'est le gros vent, quoi. C'est incroyable la différence de vitesse. Grosso modo, c'est 50% plus vite dans ces conditions-là. Alors qu'Isabelle Yoshke n'a pas un bateau à 100%, elle a un bateau fixé dans la quille fixée au centre. Donc
ça m'a semblé intéressant de voir cette drag race, enfin, alors qu'elle est hors course et tout, c'est incroyable la différence d'âge des bateaux, les progrès qui ont été réalisés. Même hors course, c'est juste indisputablement rapide par rapport aux autres. Alors j'ai fait une observation intéressante pour les deux derniers, entre Alexa Barrier et Harry Uzela. Donc la météo a encore changé en fait de manière intéressante. Alors on peut voir que la courbe, la route de Alexa Barrier est beaucoup plus incurvée par rapport à hier. Et surtout, si vous vous souvenez pas, je vais vous rappeler, quand on lit la météo, donc je vous rappelle que Harry Uzela était prévu il y a 2-3 jours à rattraper beaucoup, finalement pas trop, puis finalement pas beaucoup du tout. Il a annoncé pour plutôt avoir pas rattrapé aucune heure. Par contre, Alexa Barrier, l'isochrone d'Alexa Barrier proche de l'équateur annonçait plutôt un avantage à descendre vers l'ouest, en fait, avec une petite bosse plus nord par ici. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Et d'ailleurs, sa route est un petit peu plus incurvée vers l'est et donne un petit peu cette jolie courbe en forme d'arc. Et ça m'a semblé intéressant de voir, c'était la météo d'hier versus la météo d'aujourd'hui, à quel point ça a changé sur une distance assez courte quand même. On parle de 2 jours de navigation, 2 jours et demi. Et pourtant, il y a quand même une différence assez importante. Grosso modo, la différence entre les deux, excusez-moi, j'ai fait voilà. La différence, c'est que la route la plus optimale était à 100 000, plus de 100 000 de ce qu'elle est aujourd'hui. Ça fait une bonne différence et pas le même cap à prendre. Et puis, à part ça, bon, pas grand-chose de plus intéressant. Il y aura 16 heures a priori d'écart entre Alexa Barrier et Harry Uzela à l'équateur. Voilà, ça je peux vous dire ça, belle statistique, très important. Et sinon, c'est à peu près ça. J'espère que ma vidéo est assez courte. Et puis je vous souhaite bon vent, bonne mer et à demain.